Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente régulièrement l'évolution de mon portefeuille PEA. Comme on peut le voir à l'écran, mon portefeuille PEA est désormais valorisé à hauteur de 42 336 €, soit un nouveau plus haut historique, avec à la clé un rendement annualisé d'environ 13% depuis l'ouverture du PEA il y a 4 ans et demi. Alors tout ceci est plutôt encourageant, pour autant on gardera à l'esprit que les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Comme d'habitude dans cet épisode, je vais présenter mon portefeuille PEA en détail en faisant le point en particulier sur l'allocation du portefeuille, l'effet marquant du trimestre, les mouvements effectués au cours des 3 derniers mois et puis en essayant d'expliquer pourquoi j'ai décidé d'entrer EQTAB, donc un fonds de private equity suédois, et pourquoi je compte allouer une part conséquente de mon PEA au private equity auquel je suis exposé via Prosus, Sofina et EQTAB désormais. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces recommandations d'usage étant faites, nous pouvons passer à la suite de la vidéo. Alors comme on peut le voir ici, le total de mes apports sur le PEA est pour le moment de 32 215 €, à comparer à une valorisation de 42 336 €, ce qui correspond à une plus-value latente d'un peu plus de 10 000 € pour le moment. Bien entendu, ce n'est qu'une plus-value latente et non pas une plus-value réalisée. Alors, sans plus attendre, on va regarder l'allocation du portefeuille PEA. Donc on voit que Prosus est toujours ma première ligne. On voit que Prosus pèse environ 16,5% du portefeuille PEA au moment où je tourne cette vidéo. On voit que Sofina est la deuxième ligne du portefeuille. On voit que celle-ci pèse 6% du portefeuille actuellement. Et puis on va retrouver différentes lignes ensuite. HelloFresh, Sartorius Stedim que j'ai pas mal renforcé ce trimestre, Nemetschek, Adidas, Dassault Systèmes, Kering, Hermès, etc. Donc ce que je vais faire comme d'habitude dans la suite de la vidéo, c'est que je vais vous montrer mes mouvements trimestriels, que ce soit les achats, les renforcements ou bien les allègements et les ventes. Alors même si je n'ai pas mis les lignes Zalendo, Delivery Hero et puis Inat Pharma en couleur, je vous rappelle qu'il s'agit de lignes spéculatives et donc que de mon côté je m'accorde, en tout cas je m'autorise à investir environ 5% du portefeuille PEA dans des lignes spéculatives que j'appelle les Hyper Fast Growers. Et donc il est important de garder à l'esprit que ces lignes sont potentiellement des lignes spéculatives et donc très volatiles, on l'a vu notamment récemment avec Zalendo. Enfin, dernier point ici, concernant les deux plus petites lignes du portefeuille, à savoir Eutelsat qui représente 1% du portefeuille et puis Nikon qui représente 0,7% du portefeuille, vous pouvez voir que je n'ai pas renforcé ces lignes. J'ai d'autres priorités actuellement et l'idée lorsqu'on investit en bourse, en tout cas c'est mon approche, c'est de renforcer des lignes pour lesquelles les fondamentaux sont très beaux ou très bons et puis de ne pas renforcer les lignes pour lesquelles les fondamentaux se dégradent. C'est le cas pour ces deux entreprises et donc je n'ai pas du tout renforcé ces lignes. Alors on voit ici une moins-value latente de 34% sur Eutelsat. Lorsqu'on prend en compte les paiements de dividendes au cours des 3 dernières années, en réalité cette ligne est à peu près à l'équilibre. Donc lorsque je prends en compte les paiements de dividendes d'Eutelsat, pour l'instant c'est une sorte de réserve de cash. On verra ce que je fais de cette ligne à l'avenir. C'est une ligne qui est devenue spéculative depuis la fin du versement de dividendes d'Eutelsat et puis depuis la fusion avec OneWeb. Et donc pour l'instant, mon idée est d'attendre de voir un petit peu ce qui se passe sur OneWeb pour voir un petit peu si je reprends des actions Eutelsat ou bien si je laisse courir. Concernant Nikon, on a des résultats qui ont été extrêmement mauvais au cours des derniers trimestres. Maintenant, on peut penser que l'action pourrait se reprendre au cours des prochains trimestres. Bien entendu, de mon côté, j'ai potentiellement mieux à faire qu'investir dans Nikon, mais je me laisse la possibilité éventuellement de revenir sur le titre un peu plus sérieusement si jamais la prochaine publication éventuellement était meilleure que les dernières.
Alors, comme on peut le voir ici, mon portefeuille PEA est désormais constitué de 25 lignes, puisqu'on peut voir que j'ai ajouté une nouvelle ligne au cours du trimestre, que j'ai entré une nouvelle ligne en portefeuille, à savoir le fonds de private equity EQTAB, coté en Suède, et donc je vais en parler dans la suite de la vidéo. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va zoomer sur le portefeuille PEA. On peut voir que mes liquidités ont beaucoup diminué au cours du trimestre, puisque j'ai alloué ces liquidités. J'ai utilisé ces liquidités donc pour construire une ligne sur EQTAB qui représente désormais 4% du portefeuille PEA. Et puis j'ai renforcé certaines lignes, notamment Sofina, qui représente désormais 6% du portefeuille. J'ai également fortement renforcé Sartorius Stedim Biotech, qui représente désormais 5,4% du portefeuille. Et puis j'ai renforcé d'autres lignes, je vais vous montrer ça juste après. Donc au cours de ce trimestre, j'ai renforcé des lignes dans deux secteurs principalement. Premier secteur que j'ai renforcé, c'est la finance, puisque j'ai renforcé ma ligne Sofina, qui représente désormais 6% du portefeuille. Et puis j'ai construit cette position, cette ligne sur l'entreprise ou le fonds de private equity EQTAB, qui représente désormais 4% du portefeuille PEA. Au final, on peut voir que le secteur financier représente 13,6% du portefeuille PEA lorsqu'on prend en compte la ligne Adyen qui représente 3,6% du portefeuille PEA à elle seule. Et puis le deuxième secteur que j'ai fortement renforcé ce trimestre, puisqu'on a un secteur qui a pas mal souffert ces derniers mois, c'est le secteur de la santé, puisque j'ai fortement renforcé ma ligne Sartorius Stedim Biotech, qui représente désormais 5,4% du portefeuille, et puis j'ai également renforcé ma ligne Chemometech, qui représente désormais 1,4% du portefeuille. Au final, on peut le voir ici, le secteur de la santé représente au sein de mon portefeuille PEA 12,1%. Donc comme on peut le voir, le secteur de la santé est un secteur sur lequel je suis en train de renforcer mes investissements. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est en train de corriger, qu'il s'agisse des valeurs européennes ou bien des valeurs américaines. Et donc on verra dans ma prochaine vidéo mon portefeuille CTO que je suis également en train de renforcer certaines lignes du secteur de la santé aux États-Unis. Alors au niveau des faits marquants du trimestre, on a plusieurs faits marquants. Le premier fait marquant, c'est l'envolée des taux obligataires à travers le monde. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Je vous ai mis ici un extrait d'un article de Capital intitulé « Les taux s'envolent, faut-il fuir les obligations d'État ?» Alors on peut lire dans le chapeau introductif de cet article « Les taux à long terme décollent et il y a même un risque de krach sur les obligations d'État dont les cours évoluent à l'inverse des rendements. » Une évolution qui aurait un impact négatif sur le juste prix théorique des actions, prudence, et donc on va voir qu'on a effectivement une envolée des taux obligataires à travers le monde, alors même que dans le même temps, le marché action est très résilient en ce moment et a plutôt tendance à monter, ce qui est plutôt surprenant, je vais en parler juste après. Donc ce qu'on va faire très rapidement, c'est qu'on va regarder l'évolution des taux souverains à 10 ans de trois pays, donc la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc au niveau du taux français, on peut voir que celui-ci est passé de moins 0,5%, donc on était sur des taux négatifs fin 2019, début 2020, et on est passé sur un taux à 10 ans à 3%, donc une très forte envolée des taux obligataires français. On va voir que c'est la même chose pour les autres pays développés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a des taux obligataires qui se sont envolés et qui sont revenus à des niveaux qu'on n'avait plus observés depuis l'année 2009-2010, notamment en France. Alors je vous rappelle que cette hausse de taux est le résultat de la hausse des taux d'intérêt, en tout cas de la hausse du taux directeur de différentes banques centrales à travers le monde, notamment la Fed aux États-Unis et puis la BCE en Europe. Je vous rappelle par ailleurs que cette hausse de taux d'intérêt a pour but de lutter contre l'inflation, une inflation extrêmement élevée d'un point de vue historique. Et donc cette hausse de taux a pour conséquence d'augmenter la charge de la dette pour les États, c'est-à-dire que plus le temps va passer, que les taux d'intérêt vont être élevés, plus les États vont devoir payer des intérêts élevés sur la dette qu'ils refinancent chaque année. Par ailleurs, cette hausse des taux a un impact sur le marché immobilier, c'est ce qu'on va voir juste après, puisqu'une hausse des taux ne permet plus aux primo-accédants d'emprunter autant qu'ils pouvaient le faire auparavant. Et puis troisième point important, plus les taux d'intérêt sont élevés, moins les entreprises sont en mesure de s'endetter, et donc ça a un impact également sur la valorisation du marché action. Alors comme on peut le voir ici, c'est la même chose au Royaume-Uni. Je vous ai mis ici le taux souverain à 10 ans du Royaume-Uni.
Donc on est sur un taux de 4,43%. On voit que c'est des taux qu'on n'a pas observés depuis les années 2008-2009. Là encore, ces taux très élevés pèsent sur les finances des ménages britanniques qui ont pour 20% environ des crédits immobiliers à taux variable. Ça veut dire qu'ils vont devoir refinancer ces crédits immobiliers et potentiellement avoir un pouvoir d'achat réduit, ce qui pourrait impacter la consommation des ménages britanniques au cours des prochains trimestres. Alors bien entendu, le marché action anticipe une intervention rapide des banques centrales qui pourrait, dans ce cas-là, diminuer fortement leur taux d'intérêt. Et donc ce sera une gymnastique qui sera intéressante à suivre au cours des prochains trimestres et des prochaines années. Et donc, je vous ai mis le cas des États-Unis ici. Donc, on a l'évolution du taux souverain donc à 10 ans des États-Unis. On voit que celui-ci est proche de 3,8%. On voit qu'on est revenu sur des niveaux qu'on n'a pas observés depuis 2003. Et donc, on est revenu grosso modo 20 ans en arrière. Et donc, on a des taux d'intérêt qui sont au niveau de ceux d'il y a 20 ans. Il faut voir maintenant si l'économie est impactée et recule comme elle l'a fait par le passé, notamment en 2008-2009. Il faudra voir également, bien entendu, l'impact sur l'immobilier et notamment sur l'immobilier commercial qui commence à fortement souffrir. Donc cette envolée des taux obligataires à travers le monde a une conséquence. Elle a une conséquence sur la baisse des prix de l'immobilier. Je vous ai mis ici un titre racoleur de Capital qui pose la question suivante. Les prix de l'immobilier vont-ils chuter de 20% en 2023 ? Tout simplement parce que qui dit taux d'intérêt élevé dit que les ménages sont moins en mesure d'emprunter. Et donc la conséquence c'est quoi? C'est qu'on a un marché qui devient illiquide avec une absence d'acheteurs sur le marché, ce qui potentiellement à terme peut faire fortement chuter les prix de l'immobilier, que ce soit en France ou dans les pays voisins et notamment au Royaume-Uni. Alors je vous ai mis d'ailleurs un article de Reuters ici qui porte sur l'immobilier suédois. Donc c'est un article en anglais qui nous explique grosso modo que 80% de la dette des ménages suédoises est une dette immobilière et que c'est une dette extrêmement importante, notamment lorsqu'on compare cette dette immobilière aux ménages allemands ou italiens par exemple. Donc ça veut dire que les ménages suédois sont des ménages très endettés au niveau de l'immobilier. Et donc on a des entreprises immobilières, des REITs suédois qui sont en grand danger actuellement et notamment un REIT qui s'appelle SBB, une entreprise immobilière SBB donc en Suède qui est proche de la faillite. Et donc les actionnaires ont quasiment tout perdu récemment. Alors il faut savoir que la Suède est un marché immobilier plutôt spéculatif où les ménages ont plutôt tendance à s'endetter sur plusieurs générations. Ils avaient tendance à le faire avec des taux extrêmement bas et en fait avec l'augmentation des taux d'intérêt, ils ne sont plus en mesure d'emprunter et donc le marché immobilier suédois est en train de fortement chuter. C'est quelque chose qu'on avait observé au début des années 90. Je vous renvoie notamment aux écrits de Charles Kindleberger qui nous parle de ce marché immobilier qui s'est effondré en 1992 de mémoire. Et donc c'est des choses qu'on a déjà vues par le passé et qui ont tendance à se répéter. Alors un point important ici, c'est que lorsqu'un marché immobilier s'effondre, généralement on a des répercussions sur le marché action et c'est le cas en ce moment sur le marché action suédois et c'est aussi pourquoi je m'intéresse à ce marché de mon côté et pourquoi je pense qu'il est possible d'entrer des actions suédoises à bon prix en ce moment. Bien entendu, tout ceci pourrait durer un certain temps et donc le marché suédois pourrait présenter des opportunités intéressantes au cours des prochains trimestres et peut-être des prochaines années. Donc juste pour finir avec cet article, les ménages suédois sont fortement endettés, en tout cas ont une dette immobilière très importante et puis on peut lire également dans cet article que les banques suédoises sont également fortement exposées à l'immobilier commercial puisque 18% de leurs bank loans sont des prêts immobiliers commerciaux. Bien entendu, si l'immobilier commercial s'effondre, ces banques seraient en grand danger et il faudra un moment les sauver. Et donc la Banque centrale suédoise va devoir intervenir probablement et le gouvernement suédois va également devoir intervenir. En tout cas, c'est ce que je pense de mon côté. Et puis du côté du Royaume-Uni, on peut lire ce genre de titre « The global house price crash is here, brace yourselves ». Ça veut dire le krach de l'immobilier mondial, global, est arrivé, attention à l'impact.
Et on peut lire dans cet article que la Suède, l'Australie, le Danemark, la Nouvelle-Zélande connaissent, en tout cas que les marchés immobiliers de ces pays connaissent en ce moment une crise très importante. Et cet article nous pose la question du Royaume-Uni. Et en réalité, ce qu'il est en train de se passer au Royaume-Uni, c'est que les prix se sont totalement retournés en quelques mois et on a désormais une baisse des prix de l'immobilier de 2,6% sur un an, alors même que l'après-pandémie avait fait fortement flamber les prix. Donc on a un retournement très rapide des prix de l'immobilier causé par la hausse très rapide des taux d'intérêt. Et donc la question qu'on peut se poser en tant qu'investisseur action, c'est est-ce que le marché action ne va pas lui également être touché à un moment à son tour? Bien entendu, je n'ai pas la réponse. Ce qu'on peut voir en ce moment, c'est qu'on a une résilience surprenante du marché action, qu'il s'agisse du marché action européen. Je vous ai mis ici un extrait des résultats, en tout cas des rendements des principales actions du CAC 40, donc extrait de Boursorama. On peut voir qu'on a de très belles performances sur les actions du CAC 40. On voit qu'STMicro est en hausse de 44% depuis le début de l'année, Hermès plus 37%, LVMH plus 30%, L'Oréal plus 26%, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dassault Systèmes plus 21%, Air Liquide plus 21%, etc., etc. Et puis on voit que c'est la même chose aux États-Unis, notamment sur la tech, avec des actions du Nasdaq qui sont en train de flamber littéralement. On voit que Nvidia est en hausse de 200% depuis le début de l'année, que Meta Platforms est en hausse de 157%, on voit que Tesla est en hausse de 120%, et puis on va retrouver des entreprises comme Salesforce, plus 71%, ou encore Adobe, plus 50%. Alors j'ai la chance d'avoir certaines de ces entreprises dans mon CTO. J'ai également la chance d'avoir certaines des entreprises vues précédemment dans mon PEA. Donc tout ça, c'est très beau. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le marché action qui a raison avec une sortie de crise prochaine, ou bien est-ce que c'est le marché obligataire qui a raison et qui est en train de nous indiquer que le marché action va connaître des jours plus difficiles à l'avenir? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Historiquement, on sait que le marché obligataire a souvent un temps d'avance sur le marché action. Maintenant, on verra si le marché action continue à être résilient ou bien si on assiste à une nouvelle jambe de baisse, éventuellement un double top sur les marchés. Bien entendu, de mon côté, je n'ai pas la réponse. Je suis un investisseur de type bottom-up, c'est-à-dire que je me focalise sur les fondamentaux des entreprises et non pas sur la macroéconomie. Pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. Maintenant, on verra si le marché action décroche pour s'aligner sur ce que fait le marché obligataire. Alors, ce que j'ai fait pour terminer cette section, c'est que je vous ai mis ici le CNN Fear and Greed Index, qui est un indicateur de sentiment de CNN qui nous montre que le marché action américain est en phase d'euphorie totale, donc en anglais Extreme Greed, et donc en phase d'euphorie totale. Et généralement, ces phases d'euphorie totale sont soit prolongées un certain temps, donc pendant quelques semaines, quelques mois, de manière incontrôlée. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait assister à une hausse du marché américain de 20% en quelques semaines, c'est pas impossible. Ou bien ces phases peuvent se transformer en un retournement très rapide du marché avec une jambe de baisse très importante. Et donc on verra ce que ça donne au cours des prochains mois, au cours du prochain trimestre. De mon côté, ça ne m'empêche pas de continuer à investir. Vous avez vu que j'ai déployé mes liquidités au cours des 3 derniers mois. Et donc je continuerai à le faire même si je garde en tête la possibilité éventuellement d'un double top sur les marchés, éventuellement plus tard dans l'année. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, je reste un investisseur de type bottom-up et donc l'idée pour moi est de continuer à investir essentiellement dans des entreprises qualitatives ayant de bons fondamentaux. Et puis bien entendu, si le marché venait à décrocher, eh bien ça fait partie du jeu. Ce n'est pas très grave lorsqu'on a un horizon d'investissement suffisamment lointain. Alors, au niveau des mouvements trimestriels, j'ai procédé à l'achat de 90 actions EQT-AB et puis j'ai renforcé mes lignes Chemometec à hauteur de 5 actions, Sartorius Stedim à hauteur de 7 actions, donc j'ai pas mal renforcé ma ligne Sartorius Stedim qui a pas mal souffert au cours des derniers mois à la suite de résultats décevants et puis d'annonces décevantes de révision de guidance. J'ai également renforcé ma ligne Sofina de 2 actions. Et puis j'ai renforcé ma ligne Kering d'une action. Alors j'avais indiqué dans ma précédente vidéo que le luxe était plutôt très cher à mes yeux et donc je n'avais pas l'intention de renforcer Hermès ou d'acheter LVMH par exemple.
Pour autant, j'estime que Kering est potentiellement décoté par rapport aux autres entreprises du secteur et donc j'ai eu envie de mon côté de renforcer ma ligne Kering d'une action seulement, mais d'une action quand même. J'ai enfin renforcé ma ligne Zalando de 10 actions. Zalando est une entreprise extrêmement volatile. Le cours était remonté au-delà des 40 € et puis elle est redescendue aux alentours des 24 € et donc j'en ai profité pour renforcer ma ligne de 10 actions supplémentaires. Au niveau des ventes, j'ai procédé à aucune vente au cours de ce trimestre. J'ai cependant allégé certaines lignes. Alors généralement pour rééquilibrer mon portefeuille, j'ai ainsi vendu 10 actions Nemetschek à un cours moyen de 68,90 €. J'ai par ailleurs vendu une action Adidas à un cours de 173,46 € et puis j'ai vendu 25 actions HelloFresh à un cours moyen de 25,78 €. Donc ces allègements me permettaient de rééquilibrer mon portefeuille d'un côté et puis d'avoir des liquidités pour renforcer d'autres lignes qui me semblaient plus attractives. Alors très rapidement, au niveau des allègements, j'ai allégé ma ligne HelloFresh de 25 actions, j'ai allégé Nemetschek de 10 actions et puis j'ai allégé ma ligne Adidas d'une action. Au niveau des constructions renforcement, j'ai renforcé Sofina de 2 actions, j'ai renforcé Sartorius Stedim de 7 actions, j'ai renforcé Kering d'une action, j'ai construit une ligne sur EQT AB à hauteur de 90 actions et puis j'ai renforcé Zalando à hauteur de 10 actions. Enfin, comme on peut le voir ici, j'ai renforcé légèrement ma ligne Chemometech de 5 actions. Alors on va terminer cette vidéo en se focalisant sur le Private Equity. J'ai intitulé cette vidéo Cap sur le Private Equity en mettant l'accent sur le fait que j'étais en train de construire une ligne sur EQTAB, fonds de Private Equity suédois. Et donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'allouer une part conséquente de mon portefeuille au Private Equity, bien entendu en gardant à l'esprit que j'ai un horizon d'investissement très lointain, donc un horizon d'investissement supérieur à 25 ans au moment où je tourne cette vidéo, ce qui, comme on va le voir, est plutôt propice à ce genre d'investissement. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai mis un graphique issu d'un papier intitulé Have Private Equity Returns Really Declined, publié dans The Journal of Private Equity, donc en 2019 par Brown & Kaplan, ou Kaplan. Et donc sur ce graphique, dans ce papier, les auteurs comparent les rendements du private equity au rendement du public equity, donc des marchés actions, des actions cotées. Alors sur ce graphique, on peut voir deux courbes. Une première courbe en vert clair ici, qui représente les rendements du private equity sur la période 1988-2014. Et puis on peut voir une seconde courbe en bleu ici, qui représente les rendements, ou en tout cas le rendement de l'indice MSCI ACWI, qui veut dire All Country World Index, et qui est un indice constitué de 3000 actions de 25 pays développés et de 23 pays émergents. Alors, ce qu'on peut voir entre 1988 et 2014, c'est que les rendements du private equity en moyenne sont bien supérieurs au rendement de l'indice SCWI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, le private equity surperforme les rendements du marché actions à travers le monde, puisque cet indice est l'indice, alors ce n'est pas un indice World, mais c'est un indice encore plus global qui prend en compte à la fois les pays développés et à la fois les pays émergents, alors que l'indice MSCI World ne prend en compte que les pays développés. Le point important ici, c'est que le rendement annuel de l'indice MSCI ACWI est de 6,4% au cours des 30 dernières années, donc ça veut dire 6,4% par an en moyenne au cours des 30 dernières années. Et comme on peut le voir à l'écran, les fonds de private equity ont tendance à offrir un rendement qui est 2 fois supérieur au rendement de l'indice MSCI ACWI. Donc ça veut dire globalement que les fonds de private equity sur 30 ans offrent un rendement d'environ 12-13% par an en moyenne. Et donc l'idée bien entendu, c'est lorsqu'on a un horizon d'investissement suffisamment long, donc au-delà de 10 ans, idéalement 20 ans ou plus, c'est d'allouer une partie de son portefeuille au private equity. Et donc c'est ce que j'ai l'intention de faire désormais avec mon portefeuille PEA.
Alors, cette idée de consacrer une part importante de son portefeuille au private equity nous vient d'un investisseur qui s'appelle David Swensen, qui est l'ancien gérant de la fondation Yale et qui a décidé au milieu des années 80 de se passer du fameux 60-40, du portefeuille 60-40 dans lequel on investissait, en tout cas la fondation Yale avait tendance à investir 60% du portefeuille en actions et 40% en obligations, et puis d'investir massivement dans des actifs alternatifs de type private equity ou venture capital. Et donc c'est ce qu'on a appelé le Yale Model en anglais ou le modèle de Yale en français. C'est quoi? C'est tout simplement un portefeuille dans lequel les actifs alternatifs, à savoir le private equity, le venture capital, les hedge funds ou l'immobilier, représentent des poids importants. Donc ce que fait David Swensen dans les années 80, c'est qu'il décide d'allouer une grande partie du portefeuille de la fondation Yale dans des actifs alternatifs et notamment dans des fonds de private equity, ce qui va bien entendu booster les rendements au cours des décennies suivantes. Et donc le constat 30 ans plus tard, c'est que le rendement de la fondation Yale a été de 12,4% en moyenne au cours des 30 dernières années, ce qui est un rendement tout à fait intéressant. À comparer bien entendu à un rendement annuel du S&P 500 de 10% sur la même période, et donc on a une surperformance de la fondation Yale par rapport au S&P 500 sur cette période. Et donc l'idée au départ de consacrer une part importante de son portefeuille au private equity nous vient de David Swensen et de la fondation Yale. Et puis ce qu'on peut voir ici, c'est que d'autres fondations universitaires ont suivi. Je vous rappelle que l'objectif d'une fondation universitaire est d'investir le patrimoine de l'université afin de le faire grossir au cours du temps, en tout cas le patrimoine financier, afin de faire grossir celui-ci. Et donc, on peut voir que ce modèle a été repris par d'autres fondations universitaires, comme la fondation Harvard. On peut voir ici en 2021 que le portefeuille de la fondation Harvard était constitué à 34% de fonds de private equity. Ça veut dire que la fondation Harvard avait un tiers de son portefeuille investi en private equity. Alors bien entendu, de mon côté, mon objectif n'est pas d'avoir un tiers de mon portefeuille investi en private equity, mais peut-être 15, 20, 25% investis en private equity à terme. Bien entendu, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire sous la vidéo. Alors très rapidement, je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai commencé une ligne sur EQTAB. Alors j'ai réalisé une analyse récemment pour les abonnés de la team EIP, donc je ne vais pas tout divulguer ici. Pour autant, EQTAB est à mes yeux l'un des plus beaux fonds de private equity au monde. C'est un fonds qui a été en mesure de lever plus de 100 milliards de dollars au cours des 5 dernières années. Donc c'est un fonds qui est très apprécié de la smart money. Et puis c'est un fonds qui est très bien géré depuis plus de 20 ans. C'est un fonds qui a été créé par le holding suédois Investor AB. C'est un fonds qui a su faire ses preuves au cours des 20 dernières années. Et surtout, c'est un fonds qui possède un savoir-faire indéniable en matière d'investissement dans le non-coté. Alors comme on peut le voir ici, c'est un fonds dont les actifs sous gestion sont extrêmement importants, à savoir 216 milliards d'euros d'actifs sous gestion au moment où je tourne cette vidéo. On peut voir surtout que c'est un fonds extrêmement diversifié qui est investi aussi bien dans le private equity pur que le private equity asiatique, puisque BPEA-EQT, c'est tout simplement Baring Private Equity Asia, c'est un fonds de private equity asiatique qui a racheté EQTAB en 2019 et c'était à l'époque l'un des principaux fonds de private equity asiatique. C'est également un fonds investi dans le venture capital, donc dans des startups, dans des projets beaucoup plus jeunes, beaucoup plus risqués aussi, donc ce qu'ils appellent growth, ce qu'ils appellent ventures ou ce qu'ils appellent life sciences. Et puis c'est un fonds qui est investi dans l'infrastructure à hauteur de 22% et puis dans l'immobilier à hauteur de 19%. Et donc, quand je regarde EQTAB, ce que je vois de mon côté, c'est un peu un équivalent de la façon d'investir de la fondation Yale ou Harvard, c'est-à-dire un fonds de private equity qui va finalement englober le marché dans son entièreté, que ce soit en private equity pur ou bien en infrastructure, en immobilier, etc. Donc je cherchais un fonds de private equity dans lequel je pouvais investir via mon portefeuille PEA, c'est le cas avec EQTAB. On l'a vu, c'est un fonds de private equity qui a beaucoup d'actifs sous gestion, des actifs sous gestion en forte croissance puisqu'ils ont levé plus de 100 milliards de dollars au cours des 5 dernières années. Et puis c'est un fonds de private equity très bien diversifié qui touche à toutes les classes d'actifs alternatives et c'est ce que je recherchais personnellement pour mon PEA.
Enfin, dernier point important, c'est un fonds de private equity qui est très bien diversifié au niveau géographique, puisqu'investi à hauteur de 37% en Europe, 25% en Amérique du Nord, 19% en Asie-Pacifique et puis 18% dans les pays nordiques. Et puis pour boucler la boucle par rapport à ce que je disais précédemment sur les faits marquants du trimestre, on a un marché immobilier suédois qui est en forte crise, avec une devise suédoise, donc la couronne suédoise, qui est fortement impactée. Et puis on a un marché du private equity qui s'est littéralement effondré au cours des derniers trimestres. Et donc c'est pour ça de mon côté que j'ai envie de commencer à construire une ligne sur EQTAB et donc profiter de ce marché immobilier suédois en forte baisse qui vient impacter le marché action suédois, qui vient impacter la devise suédoise et qui vient impacter au final le marché du private equity, même si bien entendu ce n'est pas qu'un phénomène suédois mais c'est plutôt un phénomène mondial. Et donc au final il me semble que l'action EQTAB présente un point d'entrée intéressant. Alors bien entendu ce point d'entrée pourrait devenir encore plus intéressant au cours des prochains trimestres. De mon côté, mon objectif sera de continuer à construire une ligne conséquente sur EQTAB afin de faire augmenter la proportion de private equity au sein de mon portefeuille PEA. Au final, aujourd'hui, mon portefeuille PEA compte environ 10% de private equity. Alors pourquoi 10%? Tout simplement parce que Prosus, c'est grosso modo 80% de Tencent et puis 20% de private equity, de venture capital. Donc Prosus représente environ 3% d'investissement en private equity à la grosse louche. Sofina, je vous rappelle que c'est un portefeuille constitué à 50% de private equity, donc ça veut dire environ 3% du portefeuille ici est investi en private equity. Et puis EQTAB, c'est du private equity pur qui touche, en tout cas qui porte sur l'ensemble des classes d'actifs alternatives. Et donc au final, j'estime que 10% de mon portefeuille PEA environ est investi actuellement en private equity. Et j'espère pouvoir faire monter cette part à 15 ou 20% ultérieurement, voire 25% du portefeuille, en gardant une nouvelle fois à l'esprit que mon horizon d'investissement est le très long terme. Alors, comme on peut le voir ici, la conséquence de tout ça, c'est que mon portefeuille est un peu trop chargé en fast growers, puisque j'ai désormais 57% de fast growers en portefeuille, EQTAB étant une entreprise de type fast grower. Et donc l'idée pour moi, ce sera de réallouer peut-être des liquidités en direction des stalwarts, voire des valeurs cycliques au cours des prochains trimestres, tout en renforçant, en continuant à renforcer éventuellement certaines lignes comme EQTAB par exemple. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous poser la question trimestrielle habituelle, à savoir, avez-vous l'intention d'investir dans le private equity via votre portefeuille PEA? Et si oui, quels sont les fonds qui vous intéressent? Bien entendu, n'hésitez pas à répondre à ces deux questions en commentaire, c'est toujours intéressant pour la communauté. Et puis de mon côté, je suis très curieux de savoir si le private equity est quelque chose qui vous intéresse à titre personnel en tant qu'investisseur en bourse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est toujours bon pour ma motivation. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.